Ok. Donc, bonjour à tous. Euh, Bienvenue à la semaine de la business. Oups. Ok. Bienvenue à la semaine de la business analyse. Donc, à toutes les personnes qui ont pu participer hier, nous vous disons merci. Le BABOK. Le BABOK en anglais, c'est le Business Analysis Body of Knowledge. Comment l'utiliser? Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un livre que nous avons, mais peut-être qu'on sait comment l'utiliser, peut-être qu'on ne le sait pas. Et est-ce que dans nos tâches quotidiennes, on se retrouve dans les techniques que ce livre met à disposition? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'aujourd'hui, William il va nous aider à répondre. Et donc, je vais vous le présenter. Aujourd'hui, nous avons William Chopney, qui est un business analyst passionné et multidisciplinaire qui travaille depuis 10 ans dans le secteur de l'assurance. Entre 2010 et 2020, il va se lancer en parallèle dans différents projets entrepreneuriaux et intrapreneuriaux. Et aujourd'hui, William, il rédige une série d'articles sur LinkedIn intitulée Ma vie de BA, que j'ai l'habitude de partager pour ceux qui me suivent, et travaille comme business analyst consultant pour différentes sociétés d'assurance en Suisse. Donc, il est également, depuis septembre 2021, président de IBA Cameroun. Donc, William, c'est mon collègue président. Et du coup, je ne pouvais pas faire cette semaine-là sans pour autant l'impliquer, puisque nous sommes tous débutants. Parce que pour la petite histoire, comme je disais hier, nous aussi, on a été reconnus comme chapitre à IBA qu'en janvier 2021. Donc, pour moi, je devais marquer en tout cas cette. Tu peux maintenant partager ton écran. Très bien. Bonjour à tous. S'il y a quelqu'un qui ne m'entend pas très bien, est-ce qu'il peut, j'allais dire lever la main, mais dans le chat, le préciser, et surtout si je parle trop vite. Donc c'est bon, on peut démarrer. S'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'hésite pas à écrire. OK. Vous voyez tous mon écran? Oui. D'accord. Soyez pas timide, hein. Donc, la session va être dynamique. Euh, la thématique, je ferme. Donc, la thématique, elle est assez vaste. On ne peut pas la couvrir en 1 heure ou 30 minutes. Par contre, j'ai essayé de condenser un peu mon propos. Voilà, j'espère que ce sera assez clair. Sinon, n'hésitez pas de poser des questions au fur et à mesure. Donc, voilà, pourquoi on est là? Alors, la Bible de la business analyse, le BABOK, comment l'utiliser? Donc, je m'appelle William Sopny. Comme m'a très bien présenté Nadège, je suis président de IBA Cameroun et également business analyst. Donc, voici l'agenda. Il est assez succinct. Je vais me présenter très rapidement, mais me présenter en tant que business analyst. Ensuite, on va regarder rapidement euh, le BABOK. Qu'est-ce que c'est? Combien il y a de versions? Quel est son contenu? Et puis, on va s'étendre à travers une étude de cas, comment l'utiliser dans un cas pratique en entreprise. Ce qui est différent de bûcher, réviser le BABOK pour passer l'assertif. Mais c'est encore mieux quand on comprend les concepts, quand on sait comment les utiliser
Une fois qu'on a compris ça, apprendre et se préparer pour l'assertif est encore plus simple. Parce que je vous rappelle, contrairement à beaucoup d'examens, le Babok, il a une façon de ceux qui l'ont écrit, ils l'ont écrit avec une façon de penser. Et pour pouvoir passer le CBAP simplement, facilement, il faut arriver à comprendre, à rentrer dans leur tête, quoi, comprendre comment ils pensent, utiliser les termes qu'ils utilisent dans les situations, les cas de situation prévus. Et là, tout devient simple et évident. Parce qu'il y a des terminologies, que ce soit en français comme en anglais, qui sont propres au Babok et pas forcément telles que vous le comprenez ou telles que vous l'avez utilisé jusqu'à présent. On verra certains de ces termes. Alors, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir le titre Technologie Business tout en haut. Oui, parfait. OK. Très bien. D'accord, tu as un coup dans ton portable? S'il y a quelqu'un qui a le micro. Il y a quelqu'un qui a ouvert. Voilà, merci. Donc, est-ce que vous pouvez couper le micro? Voilà, merci. Donc là, je vais me présenter en tant que business analyst selon IIBA. Donc, j'ai démarré ma carrière en tant que développeur .NET. Vous le voyez ici. Développeur est hors de ce cadre. Ça veut dire qu'en tant que développeur, pour IIBA, je ne faisais pas forcément des tâches de business analyst. Ensuite, j'ai été business intelligence analyst, donc dans la BI. Donc, voilà, je travaillais dans la BI en tant qu'analyste. Ensuite, j'ai eu un poste de business analyst. Je précise poste parce qu'avoir le poste ne veut pas forcément dire que les tâches sont celles d'un business analyst selon IBA. Mais dans le cas de ce poste, j'ai principalement, dans un premier temps, fait de la modélisation de processus, donc business process analyst. Ensuite, j'ai été pendant longtemps CRM business analyst, c'est-à-dire qu'un business analyst dédié est responsable d'une application CRM, Salesforce en l'occurrence. Donc, voilà, je ne vais pas entrer dans le détail. Ensuite, j'ai été voilà, tour à tour project manager, puis product owner. Et aujourd'hui, je fais principalement du relationship management. Vous voyez que si vous avez occupé l'un de ces postes qui est ici, il y a des postes plutôt techniques, d'autres plutôt métiers. Pour IIBA, vous pratiquez au quotidien des tâches de la business analyst. Le terme tâche, c'est un terme qui revient régulièrement. Donc là, c'était pour vous présenter un peu mon parcours de BA dans voilà, dans ce labyrinthe ou voilà, cet écosystème de business analyst qui peut être comment dire, qui peut être orienté technique, orienté métier. Maintenant, on va regarder le Babok. J'imagine que parmi vous, il y en a qui l'ont déjà lu, d'autres qui ne l'ont pas lu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais vu à quoi ça ressemble, enfin, qui n'a jamais ouvert le livre? Vous pouvez juste mettre non. Vous l'avez tous ouvert déjà? Ou pas forcément tout lu, mais lu au moins une phrase ou deux. Donc, c'est pour savoir jusqu'où je dois. Jamais vu. Très bien. Jamais vu. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Très bien. J'ai pas pu télécharger. D'accord. OK, merci. Donc, on va aller alors tout doucement. Donc, on a répondu à la question. Qui a déjà lu le Babok? Maintenant, le Babok, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît la réponse ou les réponses? Un ensemble de connaissances de la business analysis, la norme mondialement reconnue pour la pratique de la business analyse, un dictionnaire, le guide du corpus de connaissances de l'analyse d'affaires. Est-ce que quelqu'un peut être courageux et dire ce qu'il pense? D, B et C. Excellent, magnifique. B et C, bon. Alors, les réponses, c'est A, B et D. D'accord? On ne va pas entrer dans le détail. Les détails, on verra après. Quand vous ferez le study group, vous pourrez aller plus en détail. Combien de versions y a-t-il eu à ce jour? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? D, 4, un autre, 3, très bien. Alors, vous avez tous
trouver la réponse. Donc, effectivement, il y en a 3. En 2003, IIBA crée donc, IIBA est créé à Toronto avec donc 28 membres. En 2005, il y a la première version du Babok qui sort. En 2009, la deuxième version. Et depuis 2003, on travaille sur la troisième version. Vous remarquerez qu'en moyenne, tous les 6 ans, ils changent de version. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Ça veut dire qu'il n'est pas improbable que d'ici fin 2022, début 2023, ils changent de version. Tout ça pour dire que si vous commencez à vous investir maintenant dans le Babok, dans la préparation, dans les groupes d'études, c'est maintenant qu'il faut passer l'examen avant qu'il ne change. Parce que très souvent, quand il change de version du Babok, il y a d'autres thématiques souvent qui arrivent ou qui partent. Et après, l'examen en lui-même, il change également. William, excuse-moi. Et Bodé, Oui. Gilles, tu peux te mettre sur mute, s'il te plaît? Ah, merci. OK. Alors, maintenant, on va regarder la structure du Babok. Comme beaucoup n'ont pas vu, imprégnez-vous juste de ce que je dis, même si ce n'est pas tout clair, ce n'est pas grave. Au moins, une fois que vous aurez fini ce webinaire, quand vous allez l'ouvrir de nouveau, vous pourrez plus facilement le lire et le comprendre. D'accord? Dans le Babok, il a une structure particulière. Il a ce qu'il appelle les concepts. Les concepts, c'est un peu comme pour un chrétien la Sainte Trinité, façon de parler. On verra le cas pratique, comment on l'utilise. Ensuite, il a ce qu'on appelle les domaines de connaissances. Comme je disais, un BA, il exécute un nombre de tâches au quotidien. Tous les matins, j'arrive au travail. Tout ce que je fais, c'est des tâches. Et selon les situations, je fais certaines tâches. Donc, le Babok, ils ont regroupé toutes les tâches que peut faire un BA en groupes de tâches. Et ils leur ont donné des noms. Évaluation de la solution, élicitation et collaboration, ainsi de suite. Donc, il y en a 6. Le détail, on ne peut pas le voir aujourd'hui. On rentrera dedans pendant le groupe d'études avec IBA Côte d'Ivoire ou les autres IBA Cameroun. Mais on verra, voilà, on aura un aperçu de quelques-uns. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les compétences sous-jacentes. C'est principalement des soft skills. Des soft skills qu'un BA doit avoir. Savoir négocier, ouvert d'esprit, analytique, on verra ça. Puis, il y a les fameuses techniques. Les techniques, et les techniques, c'est extrêmement important parce que dans chaque tâche que j'utilise, en fait, je vais employer des techniques pour pouvoir réaliser certaines tâches. Je vais employer des approches. Il y en a 50. Et enfin, il y a ce qu'il appelle perspective. Donc, typiquement, perspective, c'est venu avec la version 3. Donc, des notions d'agilité, la notion agile, architecture, process management, ça, on verra. Vous verrez pour ceux qui feront le groupe d'études. Donc, là, c'est important pour vous de savoir, dans le Babok, il y a 11 chapitres, un appendice. Le concept dont je parlais, donc il y en a 6. C'est le chapitre 2, il y a 10 pages, juste pour donner un ordre d'idée. Ensuite, toute la partie domaine de compétences, c'est environ 150 pages. Donc, ça représente 32% en termes de volume. Ensuite, les compétences sous-jacentes, c'est à peu près 6%, il y a 30 pages. Les techniques, vous voyez, il y en a 50 et c'est à peu près 150 pages. Donc, en termes d'importance, c'est aussi important que les domaines de compétences. Vous voyez? Et enfin, il y a les perspectives. C'est juste pour que vous sachiez à peu près, voilà, qu'est-ce qui m'attend avec le Babok. Maintenant, donc toujours pour info, là, on passe rapidement. Pour ceux qui vont préparer l'examen, il faut donc savoir que de tous ces domaines, donc, en fait, l'examen par domaine, donc c'est par domaine de compétences et aussi sur ces 4 thématiques-là que des questions sont posées. Donc, par exemple, mais pour le CBAP, les questions vont se concentrer sur les domaines. Donc, là, par exemple, la majorité, donc 30% des questions qui seront posées au CBAP viendront de ce domaine. Donc, il faut bien le maîtriser. C'est le domaine le plus important. Et d'ailleurs, pour ceux qui pratiquent déjà la business analyse, vous savez que au quotidien, la plupart des tâches qu'on fait tournent autour de l'analyse des exigences et de la définition du design. Définition du design, on verra. Ton définition de design ou conception, c'est en gros la spec, tout ce qui tourne autour des specs et des user stories. C'est là-dedans. C'est toujours pour teasing. Maintenant, comment utiliser Babok?
Je regarde le temps, 14. OK. Alors, on va faire une mise en situation. Vous êtes les business analysts, moi, je suis le client. Donc, il y a un client qui n'est pas content de son outil en entreprise. Et la question, c'est comment utiliser Babok pour lui proposer une solution. Le business analyst, il propose des solutions, il ne donne pas la solution. Il propose des solutions. Donc, déjà, entrer en matière, 70% des projets n'atteignent pas leur objectif. Pourquoi? Parce que le projet est trop ambitieux, le cahier des charges est flou, parce qu'on n'a pas évalué assez les risques, parce qu'il y a une mauvaise communication dans le projet, un manque de formation, parce que on ne travaille pas assez avec les utilisateurs finaux, parce que les ressources ont été mal utilisées, parce qu'on n'a pas utilisé de business analyst dans son équipe, ou parce qu'on n'a pas donné de bonus à toute l'équipe. Qui peut avoir une idée? Comme ça, au hasard. Enfin, au hasard. Donc, voici la réponse qui est donnée dans les grands bouquins. Ça, c'était juste pour que vous sachiez que, voilà, pour attirer l'attention sur le fait que 70% des projets n'atteignent pas les objectifs. Et le business analyst, il a une grande part là-dedans. Parce que quand on parle de projet ambitieux, de cahier de charge, ouais, le cahier de charge, c'est qui? Évaluation des risques, la com, ouais, le business analyst, la communication, c'est capital pour lui. Le cahier des charges, c'est capital pour lui. Être formé, le CBAP, IBA, le BABOK. Ici. Donc maintenant, ce que je vous recommande, c'est de prendre une feuille et un stylo pour prendre quelques notes, pour pouvoir bien profiter de ce qu'on va faire maintenant, parce qu'on va travailler ensemble. Prenez une feuille et un stylo. Si vous avez le BABOK à côté, prenez-le. Donc, je suis le client et votre mission, si vous l'acceptez, elle est la suivante. J'ai un processus de mise sur le marché d'un produit dont je ne suis pas du tout satisfait. Je ne suis pas content. Pourquoi? Lorsque je veux mettre sur le marché un produit, donc en ligne, hein, c'est un produit en ligne, on est dans du e-commerce, mon département produit, donc j'ai un chef de produit, il va concevoir le produit. Ensuite, il va aller voir le département juridique pour valider toute la partie juridique et légale de ce produit-là. Puis, il va aller voir le département des finances pour valider toute la partie, quel est le prix, rentrer le prix dans SAP, dans le système pour la comptabilité et le contrôle de gestion. Ensuite, il va aller voir le département d'éthique pour préparer toute la doc à envoyer au client par rapport au produit, attestation, bienvenue, etc., avec le logo ou le label ou le nom du produit. Ensuite, il va aller voir le département e-commerce pour présenter le produit qu'on doit mettre sur le site e-commerce afin qu'eux préparent la fiche produit, etc., qu'ils vont remettre ensuite au webmaster pour qu'il puisse se publier sur le site web avec l'aide des content managers. Tout ce processus-là, c'est-à-dire qu'au moment où, si aujourd'hui je dis je veux qu'on me lance, qu'on mette en ligne tel produit, pour que le produit soit effectivement en ligne sur le site web, il faut attendre 6 mois. Donc, pour moi, c'est inadmissible. Et je veux vraiment, et d'ailleurs, sur le site web, il n'y a que 50% des produits. Ce que je veux, c'est remplacer mon produit. Donc, ce que j'attends de vous, c'est que vous me dites, est-ce que je mets de l'effort pour adapter ma solution e-commerce que j'utilise aujourd'hui afin qu'elle puisse permettre de mettre sur le marché les produits plus tôt. Donc, au lieu de 6 mois, qu'en 1 mois ou en 2 semaines, le produit soit prêt sur le site web. Donc, est-ce qu'il faut adapter ma solution que j'utilise aujourd'hui ou est-ce que je dois acheter une solution du marché, une nouvelle solution et l'adapter? J'attends de vous une recommandation. Est-ce que, sans entrer dans le détail, est-ce qu'à peu près, c'est un peu clair ce qui est attendu? Est-ce que vous avez un peu compris le besoin? Avec quelle pharmacie vous faites affaire? Donc, pourquoi j'ai fait ce schéma? Avec Brunet.
Je sais pas si... Rue Mais Boulevard Talbot. est-ce que Frédéric peut couper son... Ah, merci. Donc, merci. Donc, je vous ai présenté ça. Le premier réflexe que vous devez avoir, c'est d'identifier les parties prenantes. Vous voyez, département, produit, juridique, finance, éditique, e-commerce, site web. Vous voyez, c'est aussi d'identifier la notion de processus. Là, je l'ai hyper simplifié. Vous voyez qu'il y a un processus. On démarre quelque part, on finit quelque part. À tous les niveaux, il peut avoir un frein ou quelque chose à corriger. Et puis, le processus, est-ce qu'il faille le faire? Bref, je l'ai mis déjà pour éveiller des choses en vous. D'accord? Maintenant, du point de vue de Babok, la prochaine étape, c'est quoi? Donc là, c'est la question que je vous pose. Est-ce que mon besoin il est clair? Donc déjà, pour pouvoir répondre, rappelez-vous qui vous êtes. En tant que business analyst, alors, vous êtes un acteur du changement. Je passe rapidement, hein. Acteur du changement, ça veut dire quoi? Déjà, comment est-ce que le Babok définit le changement? Déjà là, vous verrez, le changement pour le Babok, c'est en fait la transformation. Donc tout ce qu'il y a au milieu là, la transformation entre la situation actuelle, j'ai un problème, j'ai une opportunité, et la situation future, j'ai mis en place la solution à mon problème, j'ai mis en place l'opportunité. Donc, tout ce qui se passe au milieu, c'est ça que le Babok appelle le changement. Et le BA, vous êtes acteur de ce changement. Donc, c'est vous qui permettez qu'une entreprise ou qu'un projet passe d'une situation actuelle à une situation future. Ça veut dire quoi? Donc, dans la situation actuelle, il y a un besoin. Le client a exprimé son besoin. Il n'est pas content du processus. Il y a différents acteurs tout autour. Il veut de facto remplacer la solution qu'il a, mais peut-être qu'il serait prêt à prendre une nouvelle solution du marché ou à l'adapter. Donc, il a un problème, il y a une opportunité. Donc, vous, c'est quoi en tant que BA? C'est de transformer ce besoin en exigence. Donc, il faut reformuler le besoin en exigence. De ces exigences, il faut pouvoir les transformer en conception, dans la partie semi-technique, parce que vous n'êtes pas développeur, donc semi-technique, donc donner suffisamment décrire l'exigence pour qu'un développeur puisse rédiger la partie purement technique. Évidemment, il y a des BA techniques qui vont être beaucoup plus techniques. Donc là, je reste assez large. Et ensuite, à la fin, proposer des solutions. J'attire l'attention sur le fait que la solution n'est pas toujours technique, hein. Une solution peut être de ne rien faire, de réduire des ressources, en compressé, de réduire des coûts, dont la solution n'est pas forcément toujours technique. Donc, le changement, c'est ça, en fait. C'est le passage du besoin à l'exigence, de l'exigence à la conception, de la conception à la solution. C'est ça, le changement. Et le BA, c'est là qu'il est. D'accord? Donc, la prochaine étape, comme je viens de le dire, on a un besoin. C'est à l'étape où nous sommes ici à gauche. Prochaine étape, première étape, il faut reformuler le besoin. Alors maintenant, pour reformuler le besoin, c'est là que vont intervenir, dans le Babok, vous allez le voir, les 6 concepts clés. Ce qu'on a vu là, c'est là que ça intervient. Donc, en tant que BA, à chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a une opportunité, il faut pouvoir la transformer, la traduire en ces 6 concepts clés. Et vous verrez que dans tout ce que vous faites, les 6 concepts interviennent. Il y a un changement. S'il y a un changement, ça veut dire qu'il y a une opportunité, il y a un besoin, il y a une opportunité ou un problème. Donc, il y a un changement. Il faut exprimer ce changement en besoin. Il faut pouvoir définir ce besoin. Une fois que le besoin a été défini, il faut pouvoir proposer des solutions à ce besoin, en 3. Proposer des solutions à ce besoin. Et les solutions qu'on propose doivent apporter de la valeur, c'est-à-dire vraiment répondre aux besoins. Il faut vraiment qu'elles apportent de la valeur. Et pour qui? Pas pour vous ou pour n'importe qui, elles doivent apporter de la valeur pour les parties prenantes, mais en tenant compte du contexte. Dans le cas de ce client-là, on est dans un contexte e-commerce. L'entreprise, si elle est une start-up, on ne va pas réagir de la même façon qu'une entreprise multinationale ou d'une entreprise de 10 personnes ou de 100 personnes.
Est-ce que l'entreprise a la culture de... Il faut aussi tenir compte de la culture de l'entreprise. Voilà. Donc, tout ça, c'est le contexte. D'accord? Donc, je regarde le temps. Il est 24. On ne va pas jouer le jeu d'essayer de décrire par rapport à ce que j'ai, par rapport à ce cas. Je vais avancer. Donc là, je rappelle, donc nous sommes ici à gauche en tant qu'acteur du changement. On vient de recevoir le besoin. La prochaine étape, là maintenant, je vais évoquer la notion de domaine de connaissance. Donc, pour pouvoir reformuler le besoin, on va devoir utiliser euh, un ensemble de tâches qui est décrite dans ce qu'on appelle domaine de connaissance. Ici, stratégie analysis, analyse de la stratégie, c'est un domaine de connaissance. À l'intérieur, il y a un ensemble de tâches. Requirements analysis et design definition, c'est un autre domaine de connaissance. Solution evaluation, c'est un autre domaine de connaissance. Donc, à l'instant T, il faut savoir où est-ce que je me situe. Là, le client, on est au début, le client a exprimé son besoin. Nous sommes ici au niveau du need. Il a exprimé son besoin. La prochaine étape, c'est évaluer le scope, la portée du besoin. Ensuite, exprimer les exigences, les transformer en design, ainsi de suite. Donc déjà là, ça vous donne une idée de quels sont les domaines de connaissances, dans quel ordre je les utilise. C'est important parce que dedans seront décrits comment au mieux utiliser les tâches sous-jacentes. On va rentrer un peu plus en détail. Là j'explique de manière large. Quand vous allez lire le Babok, ce sera plus clair ce que je raconte. Et quand on va avancer, c'est un peu plus clair. Donc là, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que donc l'analyse de la stratégie, c'est domaine de connaissance, on l'utilise au début quand il y a un problème. Vous verrez pour l'examen, il faut savoir à quel moment j'utilise quel domaine de connaissance. Donc là, je vous donne déjà une première info. L'analyse de la stratégie, donc Strategy Analysis, doit être effectuée dès qu'un besoin est identifié. Donc maintenant, cette analyse se concentre sur l'identification de l'état futur. Le client, il a exprimé son besoin, il faut analyser la situation. Peut-être qu'il a mal exprimé, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être. Donc, il faut faire l'analyse de la situation aujourd'hui. Et ensuite, exprimer et ensuite anticiper sur l'état futur pour voir la transition. On va y venir. Donc, c'est ça que je voulais partager ici. Là, j'ai gardé pour ceux qui ont le Babok, si vous allez regarder 601, vous verrez où ça se trouve et vous pouvez voilà, en relisant, les choses seront plus claires. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Nous sommes à ce niveau. On commence par ça, on fait ça, ainsi de suite. D'accord? Est-ce que là, il y a une question? Je vois que je commence à vouloir accélérer un peu. Est-ce qu'il y a une question? J'essaie de redire aussi un peu les choses différemment de la même façon pour que ça rentre un peu plus. D'accord. Albert, Donc, on t'écoute. pardon, OK. Donc maintenant, comme je disais, en 1, on a vu, il était question de reformuler le besoin du client. Pour reformuler le besoin du client, il faut analyser la situation actuelle. Si je reprends les 6 domaines de connaissances, nous sommes en fait ici. Donc, c'est important de savoir. Il m'a fallu lire le Babok 3 fois pour me rendre compte que quand on a reçu le besoin du client et qu'il faille faire l'analyse de la situation, c'est à l'intérieur de ce domaine de connaissances que vont se trouver les tâches qui sont recommandées à suivre pour faire l'analyse de la situation. Alors, quand vous allez avancer, vous verrez que il n'y a pas un ordre chronologique en tant que tel. Quand on avance dans les tâches, on pique un peu de part et d'autre. Mais de manière globale, pour simplifier, les premières tâches pour identifier un besoin et faire l'analyse de la situation sont là-dedans. Donc, quand on rentre dans le domaine de connaissance qui est l'analyse de la stratégie, dedans, en fait, il y a ce que le Babok appelle des tâches qu'on doit faire en entrée, pour les premières tâches qu'on doit faire. Et ensuite,
il va décrire les étapes. En fait, pardon, il y a des informations dont on a besoin, autant pour moi. En input, ce sont les informations dont on a besoin pour pouvoir réaliser les tâches maintenant qui sont sous ce domaine de connaissance. Et quand on a réalisé ces tâches, on va produire des informations en langage simple. En langage simple, on a reçu un besoin du client. Le besoin, il est là. Donc, c'est une donnée qu'on a déjà. On veut reformuler ce besoin. Pour le reformuler, on doit décrire la situation actuelle. Elle est là. En la décrivant, on aura besoin de connaître les exigences métiers que voici. Et pour pouvoir avoir donc le résultat, dans le résultat de comment je fais pour obtenir la description de la situation actuelle et l'exigence métier, pour arriver à ces informations, je vais faire ce qu'on appelle l'analyse de l'état actuel. En d'autres termes, on a ça comme info que le client a donné. On doit réaliser ça, on doit analyser la situation actuelle pour pouvoir connaître, pour pouvoir être capable de décrire la situation actuelle et les exigences métiers. Est-ce que ça va? Est-ce que juste ça, vous avez compris? Si juste ça, vous avez compris, le reste, vous comprenez après. D'accord? Donc, voilà un peu le process. S'il y a une question, n'hésitez pas. D'accord? Et pour info, vous voyez que les chiffres vont ensemble, hein. Donc, la tâche 6.1, quand j'ai fait cette tâche, le résultat de cette tâche, pardon, elle est là. Il y en a deux. D'accord? De même, si je fais la tâche définir l'état futur, donc qu'est-ce que le client veut avoir à la fin? Est-ce qu'il veut qu'on remplace sa solution actuelle en achetant une nouvelle solution? Est-ce qu'il veut qu'on adapte la solution qu'il a aujourd'hui? Donc, si je fais cette tâche 6.2, à la fin, j'aurai ces trois informations, dont les objectifs métiers, la description de l'état futur, la valeur potentielle que le client veut avoir. Vous voyez, ça va ensemble. Mais voilà, je ne vous embrouille pas avec. Donc, le besoin, on l'a eu. Maintenant, on veut, à partir du besoin, le reformuler, faire l'analyse de la situation actuelle, donc aller voir les personnes des départements qu'on a vus. On a vu qu'il y avait le département euh, du produit, le département éditique, le département finance, ainsi de suite. Donc, il faut aller les voir pour pouvoir faire l'état de la situation actuelle, sortir de là des exigences. Donc, c'est ici que nous sommes. Donc, maintenant, nous devons recueillir les exigences. Parce que c'est en recueillant les exigences, c'est en les recueillant qu'on arrive à avoir une vision claire, une photo, une situation claire de quel est le problème aujourd'hui. Ça va mal, mais qu'est-ce qui va mal? Donc, c'est en recueillant les exigences qu'on arrivera à avoir cet état de la situation actuelle. D'accord? Et pour ça, on va utiliser une technique qui s'appelle élicitation. C'est l'une des plus utilisées dans la business analysis. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire arracher la vérité. Ça veut dire soutirer de l'information à une personne ou un groupe sans lui donner l'impression d'être interrogé. Pour faire simple, c'est aller vers les gens, poser des questions et puis recueillir l'information. D'accord? Donc, on a fait stratégie, analyse la stratégie. Maintenant, on doit passer à élicitation et collaboration. C'est là-dedans que vont se trouver toutes les tâches et les techniques pour pouvoir faire une élicitation. Et comment est-ce que parce que je vais voir des gens, je pose des questions ou je lis des documents pour essayer d'obtenir des informations. Ensuite, je dois pouvoir communiquer avec ces gens, leur dire, je vous ai vu, j'ai compris ça. Est-ce que j'ai bien compris? Donc, reformuler, leur demander, est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? Ils vont dire oui, ils vont dire non. Donc, comment on collabore? Et avant même d'aller voir les gens, il faut savoir qui je vais voir. Je commence par qui en termes d'influence. Vous voyez, donc, toute cette question de analyse des parties prenantes et élicitation, tout ça, et comment je communique le résultat de mon élicitation, c'est dans cette boîte-là, élicitation et collaboration. Donc, dedans, il y a les tâches, les techniques et comment y prendre. Très bien, merci. Alors,
Donc, quand on entre dans licitation et collaboration, donc pareil, c'est toujours le même schéma, hein. Dans chaque domaine de connaissance, on a toujours des données dont j'ai besoin en entrée, des tâches que je dois exécuter ou que je peux, pardon, que je peux exécuter dans ce domaine de connaissances. Et enfin, quand j'exécute cette tâche, quelles sont les données, les informations que j'ai en sortie. Et je précise, ce n'est pas séquentiel. Ça, c'est la partie la plus, on va dire, complexe du Babok. C'est que vraiment, c'est pas je fais ça, après je fais ça, et puis ça, et puis ça. Dans cette boîte, vous avez vu, on a commencé ici, on allait là, après on va revenir encore ici, vous voyez. Donc, il y a un petit mélange. Mais c'est important de savoir que, de manière générale, je commence ici, de manière générale, je vais là, même s'il y a des allers-retours. Et dans toutes les tâches que je fais, en termes de gouvernance de ce que je fais, il y a ça. Mais ça, c'est pour une autre fois. D'accord? Donc, on fait simple. On a le besoin, donc il est vert, que le client il a donné. Au final, ce qu'on veut, c'est obtenir des informations dont les exigences, les besoins, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, etc. Donc, tout ça, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, etc., c'est ça qu'on appelle résultat de l'excitation. Confirmer, pourquoi? Parce que je peux aller voir les gens 4 fois. Je vais faire une première séance, j'aurai des informations. Donc là, elles sont on confirme, elles ne sont pas confirmées. Je vais les détailler. Ça pourra être des schémas que je vais faire, des processus que je vais modéliser, tout ça. Et quand j'ai fait tout ça, je vais encore aller revoir ces gens, représenter, donc dire, vous m'avez dit ça, voilà ce que j'ai compris. Et ils vont valider, des fois signer, pour dire, oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Soit parce que c'est une spec, ou etc. Donc, au départ, les données ne sont pas confirmées. Ensuite, elles sont confirmées. Donc, c'est pour expliquer le pourquoi du unconfirm et confirm. Vous voyez? Donc, maintenant, pour pouvoir passer du besoin à ces infos, toutes les techniques et les tâches pour y arriver, ça veut dire comment j'organise un atelier, des interviews, tout ça. Donc, et justement, pour pouvoir aller voir les gens, il faut déjà identifier qui sont ces personnes. Et ça, c'est important. On parle ici de engagement. Là-dedans, en fait, le Babok explique que non seulement il faut identifier qui sont les parties prenantes que je dois voir, mais il faut arriver à aller à ce qu'ils soient, comme le terme le dit, hein, partie prenante, ça veut dire que euh, je suis, euh, je suis volontaire. Hein, parce que des fois, on peut avoir un projet. Dans le projet, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour ce projet. Vous voyez? Par exemple, là, le client, il dit, je ne suis pas content de ma solution actuelle. Vous, pendant que vous allez voir les gens, peut-être les gars à l'IT, ils sont très contents de leur solution, ils ne veulent pas changer. Donc, quand vous allez les voir pour leur demander, mais pourquoi la solution ne marche pas, enfin, pourquoi est-ce que ça, il faut 6 mois pour implémenter les produits et tout, vous pouvez ne pas avoir les bonnes réponses parce qu'ils veulent protéger, ils ne veulent pas vous donner des réponses qui, à la fin, vont dire que c'est leur faute, éventuellement ou pas. Donc, il faut trouver la manière de leur poser les questions sans qu'ils ne se sentent accusés, hein, ils sont coupables. Et c'est ça que le Babok appelle engagement. Donc, arriver à les, vraiment qu'ils soient partie prenante du projet, comme le terme le dit d'ailleurs. Hein, à les convaincre, j'ai pas dit flatter, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, il y a ce côté où il faut vraiment que la partie prenante participe, hein, vraiment à vous donner la bonne information. Donc, tout ça, c'est décrit, les techniques et tout sont décrits dans le 4.5. Donc, in fine, on a identifié les parties prenantes. Maintenant, il faut préparer les licitations. Préparer les licitations dans ce 4.1, c'est ici qu'on va décrire comment je prépare un workshop, une interview, un brainstorming. Est-ce que je fais le brainstorming d'abord avant de faire un atelier poussé? Est-ce que je fais des interviews one-to-one, donc avec les personnes? Est-ce que je vais devoir voir le gars des produits seul, puis le gars de la finance, puis le gars du e-commerce, et après je fais une séance avec les trois ensemble? Comment je m'y prends? C'est décrit en 4.1. D'accord? Et après, il y a, donc ça c'est la préparation, et après il y a le fait de conduire. Donc pendant le workshop, pendant l'interview, qu'est-ce que je fais? Tout ça est également décrit, les techniques qui vont avec. Et une fois que j'ai terminé, comment est-ce que
je formalise les résultats des informations que j'ai obtenues. Et après, comment je communique. Parce que n'oubliez pas, hein, les best practices, quand on fait une séance ou un atelier, à la fin, il faut dire, euh, on dit ce qu'on va dire, enfin, on dit ce qu'on va faire, on fait ce qu'on a dit, et quand on finit, on dit ce qu'on a fait. Et surtout que nous, en tant que BIA, il faut valider ce que vous pensez avoir compris. Donc, il faut retourner les voir pour dire, voilà ce que j'ai compris, est-ce que c'est bon ou pas? Et le 4.5 qu'on oublie beaucoup, et le Babok le met là vraiment en exergue, manager la collaboration avec le stakeholder. Donc là, ça veut dire, c'est pas juste faire le meeting et après je les abandonne, c'est comment je continue la collaboration avec eux pour être sûr que les infos qu'ils m'ont données, s'ils n'ont pas donné les infos qu'il fallait, par exprès ou pas, comment j'arrive à les voir derrière, par après, etc., pour soutirer la bonne info ou soutirer des infos davantage. Vous voyez, donc tout ça aussi est là-dedans. Alors, petite question pour vous, en espérant que je ne vous ai pas perdu. Quelle technique est-ce qu'on peut utiliser pour y arriver? Donc, technique pour préparer les licitations, conduire. Qui a une idée? Quelle technique on peut utiliser? J'en ai déjà évoqué quelques-unes, hein. C'est ce que je m'apprêtais à dire, en fait. Donc, si vous avez bien suivi, il a quand même parlé de quelques techniques. Exactement, brainstorming, tout à fait. Brainstorming. Pour info, pendant le groupe d'études, chaque technique est vraiment vue en détail. Parce que des fois, on pense qu'on sait comment utiliser, mais en fait, on découvre des choses intéressantes. Donc, il y a d'autres techniques comme interview. Interview, c'est une technique. Focus group ou les ateliers, ce sont des techniques. Et il y en a plein d'autres. D'accord? Alors, je regarde vite. 41. Il nous reste combien de minutes? Des workshops tout à l'heure. Voilà, workshop également. Excellent. Voilà, exact. Donc, vous serez étonné. Voici un ensemble de techniques qui sont utilisées dans ce domaine de compétences. Brainstorming, on l'a vu. Il y a benchmark. Il y a jeu collaboratif, analyse documents, estimation, focus group, on a vu, interview, lessons learned. En gris, ce sont les techniques les plus importantes et très souvent celles qui reviennent à l'examen. Parce qu'à l'examen, ce type de questions sont posées, ce type de mise en situation, on vous met une mise en situation et on vous pose des questions par rapport à la mise en situation. Donc, des fois, ça revient. Donc là, exigence. Donc, quand vous posez des questions à un interview, à un atelier, après, il faut qualifier l'exigence. Ça, vraiment, c'est clé. Parce qu'on dit exigence, mais il y a différents types d'exigences. Selon le Babok, il y a l'exigence métier, l'exigence des parties prenantes, l'exigence qu'il appelle solution, qui sont découpées en deux. Très peu de gens le savent. On a l'exigence fonctionnelle et l'exigence non fonctionnelle. Et enfin, celui qui est très oublié, l'exigence de transition. L'exigence métier, c'est en fait, c'est le client, le sponsor, le directeur en général qui va vous la donner. Quels sont les buts et l'objectif? Pourquoi on fait ce changement? Il va dire, ce changement, je le fais parce que en mettant sur le marché mes produits en un mois ou en 2 semaines, j'augmente les ventes, etc. Donc, on aura des exigences, des objectifs vraiment plutôt métier fonctionnel. Les exigences des parties prenantes, c'est en fait le quoi. C'est là où chaque partie prenante, vous allez voir le département produit, le département finance, le département éditique. Chacun va vous dire, pour ce besoin-là, voici ce que je veux qu'on change. Hein. Donc, c'est vraiment, c'est propre à chaque partie prenante et c'est le quoi. Et dans les exigences fonctionnelles, c'est là que vont rentrer toutes les fonctionnalités techniques pour répondre aux besoins métiers et des parties prenantes. Tandis que les exigences non fonctionnelles, c'est plus des questions de performance, disponibilité, 24-24, 7/7, ou bien de dire je veux que l'outil soit utilisé par 100 personnes en parallèle, ce genre de choses.
Donc, c'est plus des exigences qui sont non techniques. Et transition, ceux qui sont un peu plus dans l'IT connaissent bien, c'est tout ce qui est la migration de données, les formations, conversion de données. Donc, toutes ces infos, c'est des infos qu'il faut pouvoir, voilà. Quand on reçoit les exigences, il faut être capable donc de les qualifier. Et lorsqu'il y a des développements qui sont faits, c'est-à-dire qu'on va rédiger la spec et qu'à la fin, on va livrer la solution, pour s'assurer que la solution répond vraiment aux besoins, c'est lorsque toutes ces exigences ont été remplies par la solution, qu'elle soit technique ou non technique, fonctionnelle ou non fonctionnelle. Donc là, il est 45. Donc pour finir, vous avez vu, on a commencé avec un besoin, on a essayé de transformer ce besoin en exigence en utilisant les licitations. À travers les exigences, on va les transformer également en conception qui nous permettront de rédiger des specs qu'on pourra transmettre ensuite à l'équipe de développement. Donc, je vais passer rapidement dans l'analyse des exigences qui se fait ici. C'est la partie la plus importante, mais par rapport au temps, là, je voulais vraiment vous donner une sorte d'avant-goût, que vous ayez une idée un peu plus, voilà, plus claire de ce qui vous attend dans le BABOK et dans la préparation des groupes d'études. Là, je vais m'attarder sur... Alors, ça, vous verrez la différence entre les exigences et la conception. C'est un point qui est important. Donc, je voulais juste finir avec, voilà, une fois que vous avez la solution pour la situation future, là maintenant, il y a un domaine de connaissance qui a une tâche. Cette tâche s'appelle analyser la valeur potentielle que les propositions que vous faites peuvent avoir et recommander la solution. Donc, si vous dites, voilà, aujourd'hui, je veux proposer des solutions parce que j'ai plein d'idées, voilà, à mon manager ou à mon client. Si vous voulez savoir où se trouvent les best practices, où se trouvent les méthodes, comment mieux faire des propositions de solutions à un client ou dans le cadre d'un projet, vous ouvrez le BABOK, vous cherchez le chapitre 7.6, là, les techniques, etc. seront décrites. Vous voyez? Et là, vous pourrez donc dire à votre client, est-ce que je recommande d'acheter un nouveau produit du marché? Est-ce que je recommande d'adapter et de faire évoluer la solution maison? Ou est-ce que je recommande de ne rien faire? Donc, là, j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voyez, en essayant de résumer, ouais, en essayant de résumer simplement, le BABOK, vous l'avez dans votre bureau. Chaque fois, dans chaque situation, est-ce que je dois organiser des séances pour recueillir des besoins? Moi, je Est-ce l'ai que je là. dois faire des recommandations, etc. Dans chaque cas de situation, vous pouvez ouvrir le BABOK, aller dans le bon chapitre qu'il faut et voir les techniques recommandées, les tâches recommandées, l'approche recommandée. Donc, pour résumer, c'est un peu ça. C'est pourquoi c'est un peu comme une Bible où, voilà, selon ce que vous avez besoin, vous pouvez vraiment ouvrir à la page qu'il faut, chapitre, verset, j'exagère, à la page qu'il faut pour voir donc ce qui est recommandé en termes de technique et d'approche. Donc, voilà, pour moi, j'ai terminé avec ce que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, maintenant, vous pouvez les poser. Sinon, tout ça sera vu plus en détail durant les groupes d'études, aussi bien Côte d'Ivoire que Cameroun. Donc, merci Merci. encore.